Au sommaire de cette édition, après 10 ans d'attente, le projet de piste cyclable dans le Pays de Bitche se concrétise enfin. Alors que les premiers tronçons reliant Enchambert à Montbronn et Lemberg à Gutsenbrück sont sortis de terre depuis l'automne dernier, ceux reliant Enchambert à Lemberg et Saint-Louis-Sourth-Meisenthal sont en cours d'aménagement. Ce projet soutenu par l'État, la région et le département doit permettre de relier à terme 40 villages sur près de 200 km. Le centre-ville de Lemberg se transforme, l'actuel périscolaire va déménager dans un bâtiment de l'ancienne cristallerie. Une aire de jeu est en cours de création aux abords de la place Theodor Heitzmann. Le projet d'un coût de 5 millions d'euros devrait être achevé début 2027. Le budget primitif 2025 du CIDEM approuvé à une large majorité par les élus. Après avoir fini l'année dans le vert, le syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est prévoit des investissements à hauteur de 10 800 000 euros, le tout sans emprunt. Le budget de fonctionnement s'élève quant à lui à 57 millions d'euros. Ils l'attendent avec impatience. La ville de Sarreguemines et les équipes des musées vont accueillir d'ici 15 jours le panneau oriental en céramique Cléopâtre. Pour financer sa restauration, la ville a lancé un appel aux dons. Cette œuvre d'art du 19e siècle sera dévoilée au grand public le 20 septembre à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Quoi de mieux que le sport pour oublier les tracas du quotidien? Une douzaine de jeunes de la mission locale de Sarreguemines se sont essayés à plusieurs disciplines au stade Gérard Bur. Saut en longueur, course, relais et lancer de vortex étaient au programme. Un événement organisé pour la semaine nationale des missions locales. Le sport était également à l'honneur lors de la dernière journée du mois de l'enfant la semaine dernière à Sarreguemines. Une vingtaine de jeunes ont découvert l'importance des nutriments à travers des jeux et un parcours d'obstacles. Présent pour l'occasion, le lutteur Marouane Nieza leur a partagé son expérience et prodigué des conseils pour une alimentation équilibrée. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du 30 minutes. Dans cette émission, on parlera des violences intrafamiliales. Depuis 1991, l'association Proximité accompagne en collaboration avec le tribunal judiciaire de Sarreguemines les victimes d'infractions pénales et sensibilise les auteurs pour éviter la récidive. Laure Nicolas, la directrice de cet organisme, sera notre invitée tout à l'heure. On ouvre ce journal avec cette bonne nouvelle, vous allez bientôt pouvoir parcourir quasi entièrement le Pays de Bitche à vélo. Depuis l'an dernier, la CCPB travaille à la création de nouveaux tronçons de pistes cyclables. Alors si certaines sont déjà en place, l'objectif est maintenant de les connecter entre elles. Ce projet est soutenu financièrement par l'État, le département et la région. Voyez ce reportage d'Emilia Zell. Après avoir passé 10 ans dans les tiroirs de la communauté de communes du Pays de Bitche, un projet de piste cyclable voit enfin le jour. Ces pistes cyclables, on les crée parce qu'aujourd'hui, on a besoin de structurer sur le territoire des offres complémentaires. Et puis on l'a créé parce que c'est une ambition que nous avons de pouvoir proposer à la population des modes de déplacement différenciés et complémentaires. Et puis parce que c'est évidemment, lorsqu'on parle de développement touristique, lorsqu'on parle de développement économique, on a besoin aujourd'hui d'avoir cette offre supplémentaire. La tranche 1 du projet, création de pistes dans le Pays du Verre et du Cristal, va coûter environ 2 millions d'euros. Et donc ça comprend 11,7 km de long, sur des pistes qui n'ont pas toujours la même structure, puisqu'il y a des pistes en site propre, comme ici, où la piste n'accueille pas d'autres usagers que les cyclistes et les piétons, alors qu'il y a aussi des pistes partagées, où il y a des agriculteurs qui peuvent, par exemple, emprunter la piste. Les segments d'Enchambert, Montbronn et Lemberg-Gutsenbrück ont été réalisés l'année dernière. Au printemps 2025 seront réalisés les tronçons entre Lemberg-Enchambert et Saint-Louis-Sourth-Meisenthal. Ce circuit pour vélo aura pour objectif de relier des points stratégiques. Et cette tranche a une particularité, c'est de pouvoir relier tous les élèves des villages au collège de secteur. Par exemple, tous les élèves qui vont au collège de Lemberg pourront y venir à vélo. Et ça, c'est une grande nouveauté par rapport à ce qui existait auparavant. La phase 2 reliera Bitche à Rohrbach. À terme, 40 villages seront reliés par 200 km de pistes cyclables. Autre chantier attendu de pied ferme par les riverains, la commune de Lemberg a engagé la deuxième phase de réhabilitation de la friche de l'ancienne cristallerie Lorraine. Après une inauguration de la place Theodor Heitzmann, les travaux se concentrent actuellement sur la création d'une aire de jeu et ce n'est pas le seul projet dans les tuyaux. Camille Henriot.
Le centre-ville de Lemberg change de visage. Aux abords de la place Theodor Heitzmann, une aire de jeu est en train de voir le jour. Elle se compose notamment du City Stade, puis juste en face, on distingue les premières bosses d'un futur terrain de pump track. Place maintenant aux travaux de plantation tout autour de cette zone. Nous avons réalisé des plantations sur ce site et il nous reste des plantations à réaliser derrière moi au niveau du City Stade et autour du pump track. Pour rappel, il s'agit de la deuxième phase des travaux de réhabilitation de la place Theodor Heitzmann. Sur ce site se trouvait autrefois la cristallerie Lorraine. En 2023, les derniers bâtiments de la friche industrielle ont été démolis pour laisser place à ce projet. Coût total des opérations, 5 millions d'euros sur les 2 phases de travaux. Un projet communal soutenu par l'établissement public foncier du Grand Est, l'agence de l'eau Rhin-Meuse, le département, la région et l'État. Je rappelle que le département de la Moselle, c'est le département où il y a le plus de friches industrielles en France. Ça témoigne de son passé industriel et industrieux. Et ce qui est important pour la commune de Lemberg, que l'État comme les autres collectivités accompagnent, c'est ce travail de réhabilitation, de transformation, de renaissance d'une friche industrielle. 10 000 tonnes de matériaux issus de la démolition ont été broyés, recyclés et réutilisés, notamment pour faire un chemin d'accès au stade. Seul un bâtiment a été conservé, aujourd'hui occupé par une entreprise. Suite à son déménagement, les locaux seront aménagés en un lieu de vie multi-accueil avec l'intégration du périscolaire. On a une forte demande au niveau périscolaire et actuellement on fonctionne dans des bâtiments qui sont un peu vieillots et un peu à l'étroit et en même temps aussi de créer un tiers-lieu associatif, culturel. Cette nouvelle phase de travaux devrait s'achever en 2027. Et cet ancien bâtiment industriel sera équipé d'un système de chauffage innovant. Une canalisation de 200 mètres est en cours d'installation pour alimenter ce nouveau lieu de vie en électricité et en gaz. Le tuyau de raccordement de gaz est fabriqué avec du polyéthylène biosourcé, donc issu d'un processus de recyclage. C'est la deuxième fois que le distributeur de gaz déploie cette technique en Moselle. La directrice départementale nous détaille les atouts de cette technologie. Écoutez. Dans le cas du biosourcé, la matière première, elle est issue de la biomasse. C'est les déchets d'industries papetières finlandaises qui sont récupérés et qui sont utilisés dans la fabrication de ce tuyau. Alors le projet, c'est de raccorder le réseau de gaz qui part dans la rue jusqu'au bâtiment de la commune, où la commune a prévu d'installer 3 pompes à chaleur électriques hybride gaz. Donc c'est quoi une pompe à chaleur électrique hybride gaz? En fait, c'est un module électrique, pompe à chaleur, combiné avec une chaudière gaz. Le but de ce système innovant, c'est de profiter de la meilleure énergie au meilleur moment. Donc gaz quand il fait très froid et élec quand il fait un peu plus doux. Place à l'actualité politique maintenant. Le comité syndical du SIDEM s'est réuni pour voter son budget primitif. Alors Guillaume, tu y as assisté. Que faut-il retenir ? Alors des chiffres et encore des chiffres que je vais vous résumer en quelques chiffres. Alors ce conseil a commencé avec un retour sur le bilan financier de l'année écoulée avec les présentations du compte de gestion et du compte administratif 2024. L'année s'est terminée pour le SIDEM avec un résultat positif de plus 1 873 000 € pour le budget d'exploitation et un résultat négatif de moins 1 670 000 € pour le budget d'investissement, mais qui bascule dans le positif quand on prend en compte le résultat cumulé et les restes à réaliser. Les élus avaient donc à se prononcer, comme tu viens de le dire, sur les résultats. Comment ont-ils voté ? Alors sans grande surprise, le compte de gestion et le compte administratif ont tous les deux été approuvés à une écrasante majorité. Seuls 3 élus ont voté contre. Ils sont issus de la communauté de communes d'Alsace-Bossu et leur intercommunalité est en désaccord avec le SIDEM depuis une opération de remboursement de TVA favorable à quasiment toutes les EPCI membres du syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est, mais pas à la leur. Et l'opposition de ces 3 élus s'est-elle donc confirmée au moment du vote du budget primitif 2025, Guillaume ? Oui, ils sont également votés contre ce budget primitif 2025, mais par contre, ils ont approuvé, comme tous les autres, l'affectation du résultat 2024 et ont également applaudi, au sens propre du terme, à la fin de la réunion, l'action du SIDEM, preuve que malgré tout, ils saluent le rétablissement financier du syndicat.
Dans la tête des gens, un SIDEM est souvent, encore aujourd'hui, synonyme de faillite financière. Est-ce que c'est encore le cas ? L'image du syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est est en effet toujours ternie. Il est difficile de se refaire une réputation quand par le passé il y a eu des dérives, mais les responsables du SIDEM ne baissent pas les bras et ils espèrent que leurs meilleurs résultats financiers redoreront leur image auprès des habitants. Ils avancent notamment la baisse de la dette qui, entre 2019 et 2024, est passée de 106 millions d'euros à 62,6 millions d'euros, soit 173 euros par habitant au 1er janvier 2025. Ils mettent en avant également leur budget, passé et à venir, qui sont redevenus normaux, ce qui leur permettra par exemple d'investir en 2025. Je vous propose d'écouter à ce sujet le président Roland Roth. Les prévisions en matière d'investissement sont à hauteur de 10 811 000 euros, donc qui peuvent être investis au travers de notre budget et sans avoir recours à l'emprunt, ce qui est une réelle satisfaction. Guillaume, comment font les élus pour emprunter sans avoir besoin d'investir ? Alors les recettes du budget d'investissement sont notamment alimentées par un virement de la section d'exploitation à hauteur de 3 420 000 euros. Ça, c'était pour le budget d'investissement du SIDEM. Le budget de fonctionnement s'élève, lui, à 57 857 000 euros. Et les élus du syndicat sont contents, comme vous allez pouvoir l'entendre dans cet extrait. C'est un budget qui me satisfait, que je suis amené donc à vous présenter. Un budget qui me semble à la fois équilibré, il reste prudent malgré tout, et il est ce qu'on pourrait appeler réparateur, dans la mesure effectivement où il nous permet de faire un certain nombre de travaux sur l'exercice qui est en cours. Il faut avancer, il faut continuer comme ça. Et puis, à titre personnel, je remercie le président dans un premier temps, toutes les équipes et l'Assemblée aussi pour la validation des décisions que nous vous proposons, parce que c'est important. C'est ensemble qu'on fait avancer la cause du SIDEM. Et puis, je vous en remercie. Et puis, je trouve que c'est quand même une belle satisfaction. Voilà, malgré tout. Tout va donc pour le mieux pour le syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est ? Alors il reste encore du chemin à faire pour améliorer les capacités notamment d'autofinancement du syndicat, mais en tout cas les élus apprécient les résultats obtenus ces dernières années et ils espèrent que la situation du SIDEM continuera, voire accentuera son embellie dans les prochains mois et les prochaines années, même s'il faut rester prudent, des difficultés peuvent encore se présenter à eux. Merci beaucoup Guillaume pour ce compte-rendu. Allez, changeons de décor. Souvenez-vous, mardi, on vous parlait d'un panneau en céramique représentant César, découvert par la ville de Sarreguemines. Les plus connaisseurs d'entre vous l'auront compris, c'était évidemment un poisson d'avril. En revanche, l'autre œuvre aperçue dans notre reportage, celle de Cléopâtre, elle est bien réelle. Elle rejoindra bientôt les musées, mais avant ça, elle doit être remise en état. Alors pour financer sa restauration, la municipalité lance un appel aux dons. Les détails avec Marie-Morgane Pires. Ils l'attendent avec impatience. La ville de Sarreguemines et les équipes des musées vont d'ici 15 jours accueillir le panneau ornemental en céramique Cléopâtre. Attribué à Alexandre Sandier, il a été réalisé par la faïencerie de Sarreguemines vers 1880. Les panneaux décoratifs, on n'en a pas tellement dans notre musée. C'est un objectif pour notre prochain musée d'avoir de belles pièces. Pour l'instant, le musée a des très très belles pièces. Il y a bien sûr les deux panneaux emblématiques qui sont le boulevard et la rue, dont la petite fierté de Sarreguemines et puis surtout le jardin d'hiver. Mais Cléopâtre va venir enrichir ce patrimoine. Encore monté sur son support d'origine, des travaux de restauration doivent être menés sur ce panneau d'1,60 m sur 2 mètres. Ils permettront d'exposer le panneau dans de bonnes conditions et surtout d'assurer sa conservation. Il faudra aussi redonner de l'éclat sur certains carreaux. Pour financer cette étape, estimée à 13 390 € hors taxe, la ville a lancé un appel aux dons en collaboration avec la Fondation du patrimoine. Le panneau Cléopâtre, c'est en fait sans doute, en tout cas c'est ce que nous espérons, la première forme d'une collaboration plus longue et peut-être plus importante, puisque les projets de la ville sont très importants, à juste titre. Il y a le jardin d'hiver qui a besoin d'être restauré. La cagnotte est ouverte et visible sur le site de la Fondation du patrimoine. La ville espère collecter 13 000 €. Les travaux de restauration devraient débuter au mois de juillet.
Le panneau sera dévoilé au grand public le 20 septembre à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Que diriez-vous de vous essayer au golf? Jusqu'au 26 avril, le golf de Sarreguemines-Confluence propose des initiations gratuites d'1 heure tous les samedis, en français de 15h à 16h et en allemand ou en anglais de 16h à 17h. Cette activité est ouverte à tous dès 6 ans. Inscription à l'accueil du golf ou par téléphone. Eux ont troqué leur club de golf pour les crampons, saut en longueur, course, relais et lancer de vortex. Une douzaine de jeunes de la mission locale se sont essayés à plusieurs disciplines sportives au stade Gérardburg à Sarreguemines. Une journée organisée dans le cadre de la Semaine nationale des missions locales. Thibaut Desmerlet était sur place pour nous faire vivre cet événement. Ah, c'est là où il tombe là. C'est là où il tombe. Quelques lancers pour se défouler et oublier les tracas. 12 jeunes de la mission locale de Sarreguemines se sont essayés à plusieurs pratiques sportives au stade Gérardburg. 3 conseillères de la mission locale se sont jointes aux activités. Le but est simple, évacuer les mauvaises émotions. Saut en longueur, course, relais et lancer de vortex étaient au programme. Moi je trouve que ça c'est intéressant. Voir la force quand on lance, quand on court, la résistance. Moi j'adore parce que comme ça on échange avec d'autres et puis on fait du sport, du coup c'est marrant. Ça change des clubs classiques. La journée n'était pas uniquement consacrée au sport. Plus tôt dans la matinée, une diététicienne est intervenue pendant 1 heure pour un petit déjeuner santé avec des conseils diététiques et bien-être. La mission locale de Sarreguemines organise chaque année plusieurs événements comme celui-ci dans le cadre de la Semaine nationale des missions locales. Cette journée était en partenariat avec l'Athlé-Sport Sarreguemines Arrondissement. Le numérique est devenu incontournable dans notre quotidien, notamment pour réaliser nos démarches administratives, mais certains peinent encore à s'en servir. Pour leur venir en aide, le bus Connectez-vous sillonne le Grand Est avec à son bord des formateurs et des ordinateurs. Il fera étape à Sarreguemines devant la mairie du 7 au 9 avril de 8h30 à midi. Au programme Initiation à l'informatique pour les plus de 55 ans et aide à la réinsertion professionnelle pour les demandeurs d'emploi. La formation est déjà victime de son succès puisque toutes les sessions affichent complet, mais Pédagome, l'organisme à l'origine du projet, prévoit d'ouvrir de nouveaux créneaux renseignements par téléphone. La Casque récompensée pour sa politique en faveur du covoiturage. L'agglomération a remporté le trophée Covoit Territoire 2025 remis par l'application Blablacar Daily. Le prix a été décerné lors du Off du covoiturage, un événement national réunissant les collectivités investies dans la promotion de ce mode de transport. Et pour cause, la Casque a mis en place une incitation financière. Les passagers voyagent gratuitement, tandis que les conducteurs reçoivent entre 2 et 4 euros par trajet. La collectivité recense près de 5000 inscrits au sein de l'agglomération. Autre distinction, cette fois dans le domaine scolaire, l'institution Sainte-Chrétienne La Salle de Sarreguemines décroche la première place du classement 2024 des lycées de France de l'éducation nationale. Avec 100% de réussite au bac et 90% de mentions, l'établissement arrive en tête de liste des lycées généraux et technologiques du département. Alors derrière lui, le lycée polyvalent Tessier de Beach truste la 12e place avec un taux de réussite de 98% et 64% de mentions. Toujours en matière d'éducation, vous le savez, manger équilibré est essentiel pour rester en bonne santé. Samedi après-midi, à la ludothèque de Sarreguemines, une vingtaine d'enfants ont découvert l'importance des nutriments à travers des jeux et un parcours sportif. Une ultime animation pour clôturer le mois de l'enfant avec en prime les conseils avisés d'un athlète de haut niveau. Regardez. Glucides, protéines, vitamines, minéraux. À chaque nutriment, son défi sportif. Tu as des lipides, c'est ta réserve d'énergie. Donc tu prends juste la place pendant 5 secondes. Les enfants pratiquent l'équilibre sur une poutre pour comprendre le rôle du système immunitaire, lèvent des haltères pour apprendre l'importance du calcium et font du slalom pour découvrir les bienfaits des fibres. Est-ce que manger ça tous les jours, vous pensez que c'est une bonne chose? Non. Un invité de marque était présent pour l'occasion, le lutteur Marwan Nieza. Il a partagé son expérience et prodigué des conseils en nutrition aux enfants. Parler de la nutrition, pour moi, c'est naturel au final parce que comme je fais un sport à catégorie de poids, on perd du poids, donc je dois faire attention à ce que je mange au quotidien et faire quelques régimes aussi pour adapter mon poids pour la compétition.
J'ai appris avec le sportif qui est venu nous voir aujourd'hui qu'il ne fallait pas trop manger de sucre et faire attention à sa ligne un peu plus et ne pas baisser les bras même si on ne fait pas de sport. Il faut manger des protéines. Si tu ajustes, tu vas pouvoir choisir un petit pion légumes et le mettre dans ton assiette. Cette animation était la dernière du mois de l'enfant, organisée par la ville de Sarreguemines et ses partenaires. Depuis 9 ans, cet événement encourage les familles à adopter une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique. Une idée de sortie pour ce week-end, 2 artistes, 2 univers à découvrir à Sarreguemines. Julien Dano revisite l'impressionnisme avec des toiles lumineuses où se mêlent nus, paysages et voiliers. À ses côtés, Maël Huguenin expose des portraits hyper réalistes réalisés au crayon. Vous pourrez d'ailleurs y retrouver, comme vous le voyez, quelques visages familiers à découvrir jusqu'à dimanche de 14h à 18h dans le hall de l'hôtel de ville, entrée libre. On plonge dans l'art sacré avec une exposition pas comme les autres, calligraphie, icônes, enluminure, 3 disciplines méconnues mais riches en histoire et en symboles. Ce week-end, la salle du presbytère de Rohrbach-les-Bitches a accueilli les œuvres d'Anne Friand et de ses élèves. Ancienne enseignante de calligraphie à l'Université populaire de Sarreguemines, l'artiste a partagé sa passion avec des visiteurs curieux de découvrir ses techniques ancestrales. L'exposition était organisée par la communauté de paroisse de Saint-Vendelin, Antoine Laurent. Quel temps fera-t-il demain? Élément de réponse avec Sandrine Serbino. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Bitche et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera la plus belle et la plus chaude de la semaine. On retrouvera un soleil bien présent et des températures qui remontent malgré un léger vent. Les minimales iront de 5 à 9 degrés et les maximales de 20 à 21 degrés. Demain nous fêtons les Isidore et il fera jour de 7h01 à 20h07. Passez tous encore une belle journée et à demain. Plus 1 euro? Mais sérieux? Ah oui, c'est du sérieux. Le menu bon et pas cher évolue. Pour 1 euro de plus, remplacez votre 4e produit par un plus copieux. Ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez en profiter au nouveau restaurant Burger King de Rohrbach-les-Bitches. Burger King. Kommen wir zum Kaffeekränzle. Vor allem sobald wieder die erste Sonne kommt und dann wohnt man schon in der Garten, gell Jeremy? Ja. Dann kommen die Leute schon zu dir und sagen bonjour. Wenn es schön Wetter ist, kommen sie direkt bei mir. 2 Nachbarn, der Emil und der Lucia, machen da jeden im Garten den Hobby machen, gell? Muss man nicht der berühmte Saint de Glace werden? Ist das die Tradition heutzutage? Ne? Saint Glace ist für die Blumen. Ah, für die Blumen. Nicht für den Garten, aber man kann schon im Garten sitzen. Es gibt Sachen, die halt. Gut. Oh, wissen, das sind immer die Bi, die ich bezahle. Ist das fies, Martin? On en vient à ce fléau qui brise des vies, les violences intrafamiliales. En France, en 2023, près de 170 personnes ont même succombé sous les coups d'un parent ou d'un conjoint, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. D'autres en gardent des séquelles et subissent ces violences au quotidien. À Sarreguemines, l'association Proximité œuvre pour aider les victimes à se reconstruire tout en sensibilisant les auteurs pour éviter la récidive. On en parle avec vous, Laure Nicolas, directrice de Proximité. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce terme de violence familiale est quand même assez vaste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça englobe exactement comme type de maltraitance, menaces et abus ? Oui, tout à fait. Alors, les violences intrafamiliales concernent les violences conjugales, c'est-à-dire sur conjoint ou concubin, concernent également les violences sur mineurs et aussi les violences sur ascendants, comme les parents. Ces violences peuvent être physiques, mais aussi psychologiques. On comprend aussi le harcèlement, tel que les menaces de mort. Comment évolue la tendance en Moselle-Est ces dernières années? Est-ce que vous avez des chiffres ?
Alors tout à fait, la tendance est à la hausse. En tous les cas, pour nous, service d'aide aux victimes, on accueille de plus en plus de victimes. La tendance a même doublé. Pour exemple, en 2022, nous avons été en contact avec à peu près 240 victimes de violences intrafamiliales et en 2024, le chiffre est passé à 474 exactement. Comment expliquer cette hausse ? Alors la hausse s'explique par les poursuites systématiques désormais, depuis le Grenelle de 2019. Il y a des poursuites systématiques effectuées par le parquet, même si la victime ne dépose pas plainte. Parlons maintenant de votre association. Vous accompagnez entre 6 et 700 victimes d'infractions pénales chaque année, dont 80% concernent des violences intrafamiliales. Quel type de soutien leur apportez-vous ? Alors, nous leur apportons un soutien psychologique, si elles le souhaitent, mais surtout un soutien dans le cadre de la procédure, un accompagnement, des conseils. On est là pour leur expliquer leurs droits, pour faire le lien entre le parquet et les victimes tout au long de la procédure. On fait systématiquement une démarche proactive, c'est-à-dire que nous allons vers les victimes car nous sommes informés par le parquet des coordonnées des victimes dont les procédures sont en cours. On est là pour leur expliquer le déroulement de la procédure, leur demander si elles ont peur, si elles ont besoin de mesures de protection particulières. Et on est là pour les accompagner tout au long de ce processus en fait. Vous parliez de peur à l'instant. Justement, la principale difficulté, c'est d'arriver à libérer la parole. Comment vous, justement, vous les aidez à surmonter les peurs qu'elles peuvent éprouver, la honte aussi parfois, et à faire du coup valoir leurs droits ? Alors, dans un premier temps, il faut savoir que nous les contactons souvent dans l'urgence, au moment où la procédure se met en place, des fois donc juste avant l'audience. Dans l'immédiateté, on les rassure en leur expliquant qu'elles peuvent avoir des mesures de protection. La justice est là pour les aider et on peut les accompagner pour ceci. Donc, dans un premier temps, comme je le disais, c'est de les mettre en protection. Après, pour évoluer dans leur processus, c'est plutôt du ressort des psychologues ou de l'intégration d'un groupe de parole que nous ne prenons pas en charge, mais qu'il existe. On peut les orienter vers cela. Nous, notre première mission, c'est surtout leurs intérêts dans la procédure et la protection. Vous venez également en aide aux enfants victimes de violences parentales. Comment ils arrivent jusqu'à vous et comment vous les aidez ? Alors, comme toute victime, les gens peuvent s'adresser à nous et on leur propose notre aide. Mais dans certaines situations les plus graves, nous avons un service d'administration ad hoc, c'est-à-dire que nous représentons dans la procédure les mineurs victimes de violences ou de violences sexuelles graves dont les parents ne peuvent pas représenter leurs intérêts. Et cela relève de notre mission et donc nous sommes saisis par le tribunal pour réaliser cette mission. Et autre mission que réalise votre association, vous l'avez dit en début d'interview, vous travaillez en lien direct avec le tribunal judiciaire de Sarreguemines et vous délivrez par exemple des dispositifs anti-rapprochement sur décision de justice. Comment fonctionnent ces outils et quelle est leur efficacité ? Alors oui, il existe maintenant depuis un certain temps des mesures de protection spécifiques comme ce qu'on appelle le bracelet anti-rapprochement. Celui-ci donc est accordé par un magistrat à une victime. C'est un dispositif donc, qui concerne la victime et l'auteur qui sont munis d'un dispositif l'un et l'autre. Notre association donc accompagne la victime dans le cadre de ce dispositif et quand le magistrat l'accorde, c'est nous qui leur remettons le matériel. En fait, ça consiste, si vous voulez, à disposer donc en permanence d'un espèce de téléphone géolocalisé qui est relié avec le dispositif mis en place chez l'auteur. Il existe donc un périmètre de distance qui est défini par le juge et quand l'auteur approche de la victime ou inversement, il y a un bip qui se déclenche, une alarme. Les deux personnes, auteur et victime, donc, sont contactées par les services donc, en charge de ce dispositif pour que l'auteur s'éloigne. Si ça n'est pas le cas, il y a une intervention très rapide des forces de l'ordre auprès de
l'auteur et de la victime pour la mettre en protection. Nous assurons donc le suivi des victimes qui obtiennent ce dispositif. Et justement, en parlant d'auteurs, vous avez mis en place depuis une dizaine d'années des stages de sensibilisation, comme on l'a dit en début d'interview, pour les auteurs de violences intrafamiliales. Alors ça se passe sur décision judiciaire. Comment se déroulent ces sessions ? Alors, il s'agit d'un stage qui se déroule sur 2 jours. Il est animé par un médiateur et une psychologue spécialement formée à ce type de stage. Il se déroule en plusieurs modules. Il y a un module qui concerne le droit et la procédure, un module qui concerne les différents types de violences et les impacts sur les enfants. Et en fin de stage, en fait, ce stage se déroule sous forme de groupe de parole où chaque auteur peut prendre la parole sur son vécu, peut faire une réflexion avec l'aide des personnes qui organisent le stage sur la raison de ce passage à l'acte et comment désormais l'éviter. Ce stage se déroule en présence d'une douzaine de participants chaque mois. Vous avez constaté une baisse des récidives depuis la mise en place de ce stage ? Alors, constater une baisse de la récidive, je ne saurais le dire car ce n'est pas moi qui tiens les chiffres de la récidive, mais en tous les cas, nous avons pu revoir 1 ou 2 personnes, pas plus, en une dizaine d'années. Donc des retours que nous avons, il semblerait que ça a un impact vraiment très positif. Merci beaucoup Laure Nicolas pour tous vos éclairages. Pour celles et ceux qui souhaiteraient obtenir de l'aide, l'association Proximité est donc à votre écoute. Si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez également contacter le 3919 et alerter les autorités.